des hormones, principalement par les antagonistes, mais également par les gonadotrophines. Et là, donc, le choix de ce soir, c'est de parler de l'étude consort. Voilà, François, pour un quart d'heure. Et nous prendrons le temps de discuter 5 minutes chaque exposé. Merci de m'avoir donné la parole. Elle est un petit peu faussée parce que j'ai une extinction de voix. L'idée, c'est de présenter un résumé de l'étude consort qui a été présentée dans certains congrès, d'essayer d'en tirer quelques éléments clés pour essayer de voir comment ce projet peut nous aider justement à individualiser ces traitements. Aujourd'hui, les choix de protocole sont basés sur un sentiment qu'a le médecin, son expérience et éventuellement la réponse antérieure de la patiente, un certain nombre de paramètres, mais finalement c'est assez peu scientifique. Et si on regarde la littérature, d'ailleurs, il y a très peu d'études qui se sont intéressées à comparer de manière claire et précise les différents protocoles. Le choix de la dose de FSH est fait bien sûr en fonction d'un certain nombre de critères que vous allez voir sont ceux qui sont retrouvés comme étant significatifs, mais là encore de manière empirique et sans pouvoir les combiner les uns aux autres. Pourtant, cette dose de départ, ce choix est très important pour obtenir la réponse optimum, éviter les hyperstimulations, éviter les réponses insuffisantes, mais réduire les effets indésirables, mais aussi éventuellement, et vous verrez ça dans quelques secondes, éventuellement réduire la dose. On pense qu'on a besoin d'une certaine dose, mais peut-être qu'on pourrait obtenir le même résultat avec des doses inférieures. De façon étonnante, 30 ans après la naissance du premier bébé obtenu par fécondation in vitro, à notre connaissance, il n'y a qu'un seul modèle qui a été publié, deux papiers la même année, sur un modèle, je dirais, scientifique de calcul de la dose de départ. Ce modèle a été présenté par Popovic-Todorovic avec des paramètres, comme vous le voyez, qui ne sont pas forcément les plus simples à évaluer. En particulier le score total de Doppler, le taux sérique de testostérone, la consommation de tabac, c'est pas des choses quand même soit vraiment fiables, soit de routine quotidienne. Déjà, elle avait montré qu'en utilisant l'algorithme, qui était en fait des cases, des classes, elle obtenait des meilleurs résultats qu'avec une dose standard. Le consort a été mis en place par Merck Serono. L'idée, c'était de revenir sur des études déjà faites, des études de mise en place de différents produits et de voir quels étaient les facteurs qui pouvaient influer la réponse ovarienne, le nombre d'ovocytes. Donc il y avait 17 études qui ont été sélectionnées, 10 avec FSH recombinante, qui totalisent près de 2500 cycles, 107 variables ont été analysées, pour faire vite, 15 facteurs ont été étudiés et mis en relation avec différents variables de réponse ovarienne, mais le endpoint final, c'était surtout le nombre d'ovocytes qui a été arbitrairement décidé comme optimal s'il était de 11, ce qui correspond à peu près à la moyenne des ovocytes obtenus. À partir de ces différentes données et du poids respectif de ces facteurs, les mathématiciens et statisticiens ont construit un algorithme basé sur le poids respectif des facteurs qui sont ressortis comme étant les plus significatifs. Et ces 4 facteurs sont, sans surprise, le taux de FSH de base, le BMI, l'âge et le compte des follicules en trop. Je précise tout de suite que l'AMH ne pouvait pas être testée puisqu'à l'époque, elle n'était pas dosée dans les différentes études. Mais peut-être qu'on y reviendra dans le topo suivant. À partir de cet algorithme, vous rentrez les différentes valeurs et l'ordinateur vous propose une dose. Une fois l'algorithme réalisé, une étude prospective de faisabilité a été réalisée, c'est-à-dire inclure des patientes et les traiter avec l'algorithme, avec des doses qui allaient de 37,5 unités à 300. La dose de 37,5 a été vite arrêtée pour des réponses trop faibles et la dose de 300 a été utilisée dans seulement 4 patientes et n'a pu faire l'objet d'une analyse détaillée. 161 patientes ont été étudiées. Pour aller vite, on voit qu'on a quand même traité 90 patientes avec moins de 150 unités. Je précise que ces patientes sont des femmes de moins de 35 ans.
avec bien sûr les critères habituels de bon pronostic, pas d'endométriose, pas de kyste ovarien, pas d'antécédents de mauvaise réponse, mais c'est quand même dans un protocole long avec un agoniste des doses qui ne sont, je pense, pas souvent utilisées par nous comme dose de départ. On voit que le nombre d'ovocytes obtenus, qui était idéalement de 11, a été à peu près respecté dans la plupart des groupes. Alors bien sûr, il est évident que plus on avance dans la dose, plus ces patientes sont de mauvais pronostics. Les patientes traitées avec 225 ont besoin de plus d'unités parce que forcément, elles ont des facteurs plus péjoratifs. Je précise pour ce chiffre de 12 patientes que beaucoup des patientes du groupe 75 ont été annulées parce que la stimulation durait trop longtemps du point de vue du clinicien et les cliniciens qui n'ont pas vraiment joué le jeu du protocole, alors qu'on a observé, vous verrez dans quelques secondes, que malgré une durée de stimulation prolongée, le taux de grossesse dans ce groupe était tout à fait satisfaisant. Il était d'ailleurs dans la plupart des groupes traités, il s'agissait là des patientes traitées, pas des ITT, pas des patientes qui étaient incluses dans la randomisation, avec des très bons taux d'implantation, malgré, je le répète, des doses qui étaient relativement faibles pour plus de la moitié de ces patientes. Plus intéressant était que l'étude incorporait au moment de la randomisation qui était faite avec un ordinateur par téléphone, le clinicien devait rentrer la dose qu'il aurait choisie pour démarrer la patiente. Donc il rentrait cette dose avant le traitement. Et a posteriori, on a pu ainsi s'apercevoir que dans 76% des cas, les patientes avaient reçu une dose inférieure à celle qu'aurait choisie le clinicien. Et que dans 9% des cas seulement, cette patiente a reçu la dose qui avait été estimée par le clinicien, et dans 15%, une dose plus forte. Donc vous voyez que l'ordinateur, enfin le calculateur, a choisi une dose qui, dans plus de 90% des cas, n'était pas celle qu'avait choisi le clinicien. Alors en pratique, c'est vrai qu'on utilise fréquemment probablement une dose trop forte chez les normorépondeuses, comme le montre, je pense, cette étude. Bien sûr, je vais y revenir dans quelques minutes, il convient de confirmer par une étude prospective randomisée que ce que l'on observe en faisabilité montre vraiment une différence significative et que en démarrant ces patientes avec des doses entre guillemets faibles pour un protocole long par agoniste, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Deuxièmement, il est très important d'insister sur le fait que l'analyse intuitive des facteurs que l'on fait tous, bien sûr, quand on voit une femme, on voit sa FSH, son âge, son poids, et on estime cette dose. Cette appréciation intuitive ne tient pas compte, bien sûr, de l'effet, de la contribution relative de ces différents facteurs. Alors ici, vous voyez tous les facteurs qui ont été analysés, vous voyez pourquoi c'est les 4 facteurs qui ont été retenus, parce que ici, c'est un score prédictif, si vous voulez regarder la mise au point statistique, il y a un papier qui a été publié par Colin Halls, mais disons que, pour faire simple, ils ont regardé le poids respectif de ces facteurs, et vous voyez que le facteur principal était la FSH à J3, et ainsi de suite, le deuxième, le BMI. Vous voyez quand même que la consommation de tabac arrive très près derrière, donc il y a tout un ensemble de facteurs, et en utilisant ces 4 facteurs, l'algorithme permet de combiner leurs poids respectifs et de définir une sorte de profil ou de pronostic de réponse ovarienne. Voilà par exemple 2-3 exemples pour finir, de patientes ici de 25 ans, où on rentre avec un BMI à 25, 12 follicules, et le calculateur vous sort la dose à 150, et ainsi de suite. Vous voyez ici une femme de 30 ans qui a une FSH un petit peu élevée à 10. Ça va arriver à 187,5. Bien sûr, le calcul est automatique. Ici, cette patiente de 33 ans avec peu de follicules arrive à 225, et ainsi de suite. Vous voyez le principe, vous rentrez vos valeurs, et instantanément, vous avez la dose de départ. Alors donc, ce calculateur, on peut dire, il a été testé internationalement. Il utilise surtout des valeurs disponibles, très facilement disponibles,
l'âge, le BMI, il y a des valeurs objectives, à l'exception, je dirais, du compte de follicules en trop qui peut faire l'objet plus d'une discussion, et c'est vrai que s'il était remplacé un jour par la MH, ce serait formidable. Il va fournir des doses individualisées, vraiment individualisées, des doses qui, en tout cas dans cette expérience, étaient dans plus de 90% des cas différentes de celles qu'aurait choisi le médecin, avec un taux de grossesse intéressant. Le futur proche, c'est la réalisation d'une étude prospective randomisée, calculateur versus jugement clinique du clinicien avec une dose de départ fixe, et la mise en place dans un second temps d'une étude plus large, ouverte, où vous pourrez utiliser le calculateur sur ordinateur et vous faire votre propre idée de la réponse que vous obtenez. Enfin, bien sûr, plus de données sont nécessaires pour comprendre les caractéristiques des patientes qui ont répondu avec une dose très faible de 75 unités qui, pour l'instant, n'a pas été retenue à cause du pourcentage d'annulation, et surtout de pouvoir étendre ce calculateur à d'autres groupes, les femmes de plus de 35 ans et les protocoles utilisant les antagonistes. Je vous remercie. Ça, c'est le papier pour ceux qui s'intéressent à l'aspect scientifique. Merci François pour cette intervention qui va appeler des commentaires, je suppose. Moi, je suis frappé quand même par le fait que on se pose la question, là, vraiment, ça fait comme tu le dis 30 ans qu'on pratique, voire 40 ans, et que la question de savoir si une durée de stimulation plus longue, finalement, on ne raisonne pas tellement sur la dose totale de l'eutrophine. Est-ce qu'une dose plus faible au départ, mais sur une durée plus longue, donnerait les mêmes résultats? On n'a jamais répondu à cette question-là. En anovulation chronique, avec le protocole chronique Clodo Step Up, on sait que c'est plutôt mieux. Et finalement, on n'a jamais répondu pour la FIV. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de faire une étude comparative? Je sais pas, on te recommande 112,5. Si finalement la majorité était à 75 et à 112,5, ce qui est quand même étonnant. Tu prends 112,5, tu dis voilà, je fais une étude comparative, 112,5 que me recommande, et 150 sur une durée plus courte. Mais il faut accepter le jeu, comme tu le disais, d'une stimulation longue. Alors 112,5, ça n'a pas donné une différence, en tout cas sur ce groupe. Bon, c'est pas forcément des chiffres très importants. Vous voyez, c'est 11 jours versus 10,6 pour 150. Mais en tout cas, effectivement, dans le groupe 75, clairement, l'analyse des résultats montrait que les gens ont annulé, non pas tant pour le nombre de follicules, mais pour la durée. C'est vrai qu'il y a quand même quelques papiers qui sont pas très bien faits, qui montrent qu'au-delà de 13-14 jours chez des patients de PCO exclus, les résultats plongent. Moi-même, par exemple, je ne déclenche jamais une patiente au-delà de 14 jours si elle est... Ça n'a jamais été montré, ça, François, hein? Si c'est un papier, il y a un papier de Copperman, qui est un papier avec pas mal de cycles, et qui montre un plongeon en taux de grossesse au-delà de 14 jours, un plongeon vertigineux. Et c'est corrélé aussi d'autres études le montrent avec à l'époque, c'était des nombres d'ampoules, au-delà de 45-50 ampoules, les taux sont très très faibles. Donc, si tu penses que tu peux obtenir mieux dans un autre protocole, je pense que quand tu arrives à 15-16 jours de stimulation, je ne parle pas des PCO, hein, chez une femme qui n'a pas un profil d'ovaire multifolliculaire, c'est en général des résultats qui sont pas très bons. Je suis d'accord que c'est pas très étayé scientifiquement, mais je pense que tout le monde en a l'expérience. Même ou dans le protocole court, c'est un peu pareil. Quand tu arrives à 15 jours, tu as besoin de 15 jours pour obtenir une réponse folliculaire satisfaisante, c'est quand même en général des patientes pas terribles. Oui, mais on a sélectionné des mauvaises répondeuses en général. C'est ça le problème. Oui. C'est qu'on raisonne sur des mauvaises répondeuses. On prendrait des normo-répondeuses et on jouerait un ton en dessous. Là, en l'occurrence, l'étude future là, qui va commencer incessamment sous peu va comparer 150 versus le calculateur. Moi, j'étais plutôt partisan le médecin choisi versus le calculateur, mais c'est vrai qu'après, pour analyser un résultat, c'est plus compliqué si chacun fait ce qu'il veut. Bon, on verra bien, effectivement, si le groupe de 112,5 donne des résultats comparables. Ça sera intéressant. Oui, François, je suis un petit peu surpris que dans la pondération des différents facteurs utilisés pour l'algorithme, voilà, le nombre de follicules donc est quand même assez loin derrière la FSH.
Pour une raison, moi, qui me paraît simple, c'est que je fais partie des quelques médecins qui trouvent ça totalement non standardisé, et c'est un facteur c'est quelque chose, pour avoir fait l'expérience d'un centre où tout était fait in situ par 2 personnes, et un centre où tout d'un coup tu as des échographies, je dirais, de 15 centres différents d'écho, tu vois bien que ça n'a aucune valeur fiable. Et on a une patiente dans le groupe qui a une hyperstimulation sévère dans la dose de 75 unités en plus, et qui est au compte folliculaire à, je sais plus, 8 follicules, et finalement elle se retrouve avec 30 ovocytes. Et je crois qu'il y a un problème de standardisation, et c'est pour ça que je trouve que la substitution par l'AMH serait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on aurait là un calculateur totalement objectif. Le poids, l'âge, la FSH et l'AMH, à mon avis, ce serait quelque chose d'extrêmement fiable. Ne préjugeons pas du topo de Didier, parce que... Non, mais c'est vrai que le compte de follicules, à mon avis, est quelque chose qui est aléatoire. Pour avoir mené un petit groupe de réflexion d'une dizaine d'experts récemment sur le sujet, les machines sont devenues tellement performantes que, apparemment, d'après en tout cas le maître S follicule Alain Goujon, on doit pouvoir détecter aujourd'hui des structures folliculaires qui ne sont pas des follicules stimulables. Donc tu peux déjà être influencé en excès par cet excès de follicules, et d'ailleurs on le voit je crois tous les jours, pour ceux qui utilisent les comptes de follicules en trop. Tu vois des patientes qui ont 12 follicules à l'écho de désensibilisation et qui se retrouvent avec 3 follicules mûrs. Donc c'est bien quand même que soit ces follicules sont défectueux, soit c'est pas des follicules de la cohorte. Je ne sais pas, mais il y a un problème. Je pense que tu connais ça mieux que moi en plus. Bien.